Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Rêve d'amour. Ce soir, tandis que la nuit descend doucement sur les vieux toits d'ardoise et que la pluie frappe les vitres comme une main discrète, je vous invite à entrer dans une histoire où les couloirs d'un château gardent encore la mémoire des pas oubliés. Imaginez une grande demeure française au bord de la Loire. Une chapelle éclairée par des cierges, un jardin d'hiver où les roses pâles refusent de mourir, et, dans l'ombre d'un rideau de velours, une femme qui a trop longtemps porté seule une vérité que personne ne voulait entendre. Il y a des cœurs que l'on croit fermés à jamais, non parce qu'ils ne savent plus aimer, mais parce qu'ils ont été trompés par la douleur, par l'orgueil et par ces silences de famille qui pèsent parfois plus lourd qu'une condamnation. Cette nuit, nous parlerons d'un duc qui avait juré de ne plus jamais croire à l'amour, d'une femme que l'on avait accusée sans l'écouter, d'une enfant dont les petites mains serraient un médaillon ancien, et d'un voile blanc qui, en se soulevant, fit trembler tout un passé. Il l'avait épousée par devoir, pour sauver un domaine, un nom, une lignée, et peut-être même l'honneur d'une maison qui se croyait irréprochable. Voile, ce ne fut pas seulement la beauté d'une femme qui le frappa, ce fut le retour d'une blessure qu'il pensait ensevelie depuis 20 ans. Alors une question se posa dans le silence de la chapelle, plus forte que le son de l'orgue et plus froide que la pluie contre les pierres. Avait-il devant lui une coupable revenue chercher une couronne, ou la seule femme qui avait aimé assez pour se taire à sa place? Avant que l'histoire ne commence vraiment, si vous aimez les récits d'amour profond, les secrets de famille et les destins qui se réparent avec le temps, pensez à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires, croyez-vous qu'un cœur blessé puisse encore aimer après des années de silence? Le château de Val-d'Ombre semblait dormir sous la pluie de novembre. Mais ceux qui connaissaient vraiment les vieilles demeures savaient qu'un château ne dort jamais tout à fait. Il écoute, il retient, il respire avec ses murs épais, ses portraits assombris et ses escaliers de pierre où chaque pas semble réveiller une génération disparue. Dans la grande chapelle attenante à l'aile nord, les cierges tremblaient devant l'autel, jetant sur les visages des invités une lumière jaune et fragile. Le duc Armand de Val-d'Ombre se tenait droit, immobile, vêtu de noir, les mains gantées posées devant lui, comme s'il assistait au mariage d'un autre homme. À 52 ans, il avait l'allure de ceux que l'on respecte avant même qu'ils aient parlé. Les épaules encore larges, les tempes argentées, le regard gris d'un homme qui avait vu trop de saisons mourir. Il n'était pas venu chercher le bonheur dans cette chapelle, seulement accomplir une obligation inscrite dans le testament de sa tante, la marquise d'Aubrières, qui avait légué au domaine de Val-d'Ombre les terres voisines à une condition étrange et sévère. Le duc devait épouser une femme de la maison de Brévannes, famille autrefois alliée au Val-d'Ombre, puis séparée d'eux par un scandale que personne n'évoquait sans baisser la voix. Sans ce mariage, les terres seraient vendues à un cousin ambitieux, le baron Octave de Marcenac, et les paysans qui vivaient de ses bois, de ses vignes et de ses moulins perdraient leur protection. Armand avait accepté, non par désir, non par espérance, mais par devoir envers les siens, envers ses gens, envers ce nom dont il portait le poids depuis l'âge où d'autres hommes apprennent encore à sourire. Mais ce qu'il ignorait encore,
c'est que cette nuit allait réveiller un secret que le château gardait depuis trop longtemps. On lui avait dit que sa future épouse s'appelait Mathilde de Brévannes, qu'elle était veuve de cœur sans avoir jamais été mariée, qu'elle vivait retirée dans une petite maison près d'Angers avec une enfant recueillie, et qu'elle acceptait cette union pour des raisons que le notaire avait jugé inutile à développer. Cette absence de détails avait irrité Armand, sans vraiment l'étonner, car les familles nobles étaient expertes dans l'art d'habiller la gêne avec des formules convenables. Il n'avait pas demandé à la voir avant la cérémonie, d'abord par fierté, ensuite parce qu'il craignait de découvrir une femme résignée dont il aurait pitié. Sa vie avait déjà été assez gouvernée par des regrets pour qu'il n'y ajoute pas la compassion conjugale. Dans la chapelle, le vieux curé Delmas attendait en silence, les doigts posés sur son livre, tandis que le vent faisait gémir les vitraux. Les invités murmuraient à peine, non par respect seulement, mais parce que chacun savait qu'il ne s'agissait pas d'un mariage ordinaire. Au premier rang, le baron Octave observait la scène avec un sourire mince, et sa canne d'ébène frappait parfois le sol d'un petit coup sec qui agaçait le duc plus qu'il ne l'aurait admis. Puis les portes s'ouvrirent lentement. Une odeur de pluie, de cire et de feuilles mouillées entra dans la chapelle, et une silhouette apparut au bras du notaire, vêtue d'une robe ivoire d'une grande simplicité, le visage entièrement caché sous un voile ancien brodé de fils d'argent. Elle ne tremblait pas. C'est cela d'abord qui frappa Armand. Elle avançait avec une lenteur calme, non comme une jeune fille offerte à un destin inconnu, mais comme une femme qui avait déjà traversé le pire et qui ne redoutait plus le jugement des hommes. Quand elle arriva près de lui, Armand sentit un parfum discret de lavande et de pluie froide, un parfum qui remua en lui un souvenir si ancien qu'il en eut presque honte. La cérémonie commença, grave et douce, portée par la voix fatiguée du curé et par le souffle du vent derrière les vitraux. Armand répondit comme on répond à une convocation de l'honneur, clairement, sans hésiter, mais sans chaleur. Quand vint le tour de la mariée, un court silence précéda sa réponse, et ce silence fut si dense que plusieurs invités tournèrent légèrement la tête. Puis sa voix s'éleva, basse, posée, étrangement familière. « Je le veux. » 3 mots seulement, mais Armand sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine, comme si cette voix avait trouvé une porte fermée depuis 20 ans et posé la main sur la poignée. Il se dit que la mémoire invente parfois des ressemblances lorsque le cœur a trop longtemps vécu dans le froid. Le curé les déclara mari et femme, et le moment arriva où il devait soulever le voile. Armand leva les mains avec la raideur d'un homme qui accomplit un geste public, mais ses doigts hésitèrent en touchant la dentelle. Le tissu glissa enfin, lentement, découvrant d'abord une bouche calme, puis une joue pâle, puis 2 yeux d'un brun profond où la lumière des cierges semblait se noyer. Et le duc de Val-d'Ombre, qui avait affronté des conseils de guerre, des hivers de deuil et des années d'orgueil, sentit le monde se dérober sous ses pieds. Mathilde de Brévannes, non depuis 22 ans, pas même seule, pas même dans la chambre où le feu mourait parfois avant l'aube. Elle n'était plus la jeune femme de 26 ans qu'il avait autrefois attendue près du vieux pont de pierre, un ruban bleu noué autour du poignet et des livres serrés contre la poitrine. Le temps avait posé sur son visage une douceur plus grave, une ligne fine au coin des yeux, un voile de mélancolie sur le front, mais rien n'avait effacé cette dignité tranquille qui l'avait bouleversé jadis. Il revit en un instant l'été des promesses, la serre où elle lisait à voix basse, le soir où il lui avait donné la petite bague de saphir des Val-d'Ombre,
en jurant qu'il l'épouserait malgré la colère de sa mère. Il revit aussi la lettre qui avait détruit tout cela, une lettre où Mathilde disait choisir la sécurité d'un autre avenir, une lettre tachée d'encre et de mépris, reçue le matin même où il devait l'emmener loin du château. Pendant 22 ans, il l'avait crue lâche, ambitieuse, peut-être même complice du vol d'un document familial qui avait suivi sa disparition. Et voilà qu'elle se tenait devant lui, sous le voile de son épouse, sans baisser les yeux, sans supplier, sans offrir la moindre explication. Le curé toussa doucement, rappelant au duc qu'il devait embrasser la mariée. Armand se pencha, effleura son front plutôt que ses lèvres, et ce geste, plus froid qu'un baiser de convenance, fit passer une ombre dans les yeux de Mathilde. Et pourtant, le détail le plus important n'était pas dans ses paroles, mais dans ce qu'elle refusait encore de montrer. Les félicitations furent brèves, car la pluie avait rendu les chemins difficiles, et beaucoup d'invités désiraient regagner les salons chauffés du château. Dans la grande salle, les domestiques avaient dressé un souper silencieux plutôt qu'un banquet, comme si la maison elle-même sentait que la joie eût été déplacée. Mathilde prit place à la droite du duc, les mains posées sur ses genoux, le port droit, le visage calme sous le regard des portraits. Elle ne chercha pas à attirer l'attention, ne joua ni la victime, ni la conquérante, répondant en paroles par des phrases simples, toujours justes, toujours mesurées. Le baron Octave leva son verre avec une lenteur théâtrale et salua cette union réparatrice, disant que certaines femmes avaient le talent de revenir là où on ne les attendait plus. Plusieurs convives eurent le bon goût de détourner les yeux, mais Mathilde ne rougit pas. Elle leva seulement son verre d'eau, car elle ne buvait jamais de vin, et répondit d'une voix douce que l'on ne revient vraiment dans un lieu que lorsque la vérité y est encore vivante. Armand sentit le sous-entendu, mais il refusa de le suivre, car la colère ancienne est parfois plus confortable que le doute. Il se leva dès que possible, prétextant la fatigue, et conduisit sa nouvelle épouse vers les appartements de la duchesse, restés fermés depuis la mort de sa mère. Les couloirs étaient longs, froids, traversés par le son lointain de la pluie, et la flamme de la bougie qu'ils portaient faisait danser leurs ombres sur les boiseries sombres. La chambre de la duchesse donnait sur le jardin d'hiver, où les vitres embuées reflétaient les dernières lumières du soir. Armand posa la bougie sur une console et resta près de la porte, comme s'il craignait qu'un pas de plus l'oblige à devenir réellement le mari de cette femme. Mathilde ôta lentement ses gants, puis détacha le voile de ses cheveux avec une patience presque cérémonielle. Ses cheveux, autrefois châtains et brillants, portaient maintenant quelques fils d'argent qu'elle ne cherchait pas à cacher, et cela lui donnait une beauté plus profonde, moins faite pour être admirée que pour être respectée. Pendant quelques instants, aucun d'eux ne parla. Enfin Armand dit son nom, non comme une question, mais comme une accusation qui avait attendu 22 ans. Mathilde leva les yeux vers lui. « Oui, monsieur le duc, je suis Mathilde. Vous le saviez donc ? » ?»« Non. Si je l'avais su, répondit-il, j'aurais peut-être trouvé un autre moyen de sauver Valdombre. » Elle reçut la phrase sans mouvement, mais ses doigts se refermèrent légèrement sur le voile. Je n'en doute pas. Il aurait voulu qu'elle proteste, qu'elle s'explique, qu'elle se trahisse par un éclat de voix. Mais elle demeura droite, et cette dignité l'irrita plus que des larmes. « Je ne vous demande pas de me croire, dit-elle enfin. Je vous demande seulement de ne plus détourner les yeux lorsque la vérité viendra frapper à votre porte. » Cette nuit-là, il
dormir séparément. Armand regagna ses appartements sans lui souhaiter le repos, emportant avec lui le parfum de lavande qui s'accrochait à sa mémoire comme une musique ancienne. Il marcha longtemps dans sa bibliothèque, incapable de s'asseoir, incapable de lire, tandis que les bûches s'effondraient dans la cheminée avec de petits soupirs rouges. Pour comprendre pourquoi son cœur s'était fermé, il faut revenir quelques années en arrière, à une époque où Armand n'était encore que le marquis de Valdombre et croyait que le monde pouvait céder devant une volonté sincère. Mathilde était alors la fille d'un gentilhomme ruiné, mais honorable, employé comme intendant des terres de Brévannes, et elle venait souvent au château accompagner sa tante, lingère de la duchesse douairière. Elle n'avait ni fortune, ni rang suffisant, mais elle possédait cette lumière intérieure qui rend les distinctions sociales presque ridicules. Armand l'avait aimée sans prudence, avec la foi entière d'un homme jeune qui croit que nommer l'amour suffit à le protéger. Sa mère s'y était opposée. Octave de Marcenac avait souri. Et quelques semaines plus tard, Mathilde avait disparu, après avoir laissé une lettre cruelle. Dans le même temps, la bague de saphir qu'Armand lui avait offerte avait été retrouvée chez un prêteur d'argent de Tours, engagé contre une somme importante. Ce fut assez pour le condamner au silence, et il ne chercha jamais à savoir si la lettre était vraie, car l'orgueil offre parfois une armure plus rapide que la justice. Mais la vérité, comme souvent, n'arrive jamais au moment où l'on se sent prêt à l'entendre. Au matin, le château s'éveilla sous une lumière grise et propre, lavée par la pluie. Mathilde descendit avant le duc, vêtue d'une robe de laine bleu sombre, sans bijoux, avec la simplicité d'une femme qui ne cherche pas à rappeler qu'elle est désormais duchesse. Les domestiques, d'abord intimidés, furent surpris par sa manière de leur parler. Elle connaissait le nom des anciennes servantes, demanda des nouvelles du fils du jardinier malade, remarqua que la tapisserie de l'escalier nord prenait l'humidité et ordonna qu'on ne laisse plus les enfants des métayers attendre dehors lorsqu'ils venaient porter des messages. Armand l'observa de loin depuis la galerie, contrarié par l'évidence de sa compétence. Une femme coupable aurait essayé de séduire la maison, se disait-il. Puis il comprit que cette pensée était injuste, car Mathilde ne séduisait personne, elle prenait soin. Vers midi, un bruit léger attira son attention dans le grand vestibule. Un homme d'environ 8 ans venait d'entrer, enveloppé dans un manteau trop grand, les cheveux bruns serrés sous un bonnet, les joues rougies par le froid. Elle tenait contre elle une petite boîte de bois et regardait autour d'elle avec un mélange d'effroi et de curiosité. Mathilde se hâta vers elle et s'agenouilla sans se soucier du regard dévalé. « Célestine, ma chérie, pourquoi n'es-tu pas restée avec Agathe ?» L'enfant répondit qu'elle voulait s'assurer que tante Mathilde n'avait pas peur dans le grand château. Ces mots, simples et tendres, firent passer quelque chose d'inattendu sur le visage du duc. Célestine aperçut Armand et se cacha aussitôt derrière la robe de Mathilde, mais ses yeux gris restèrent fixés sur lui. Gris. Le même gris que celui des portraits de Valdombre alignés dans la galerie des ancêtres. Armand sentit un trouble léger qui repoussa aussitôt. Beaucoup d'enfants ont les yeux gris, se dit-il, et les ressemblances naissent souvent dans l'imagination des familles vieillissantes. Mathilde posa une main protectrice sur l'épaule de l'enfant, et ce geste lui rappela une mère plutôt qu'une tante. « Qui est cet enfant ?» demanda-t-il plus durement qu'il ne l'aurait voulu. « Une orpheline dont j'ai la charge depuis 4 ans. Elle vivra ici tant que je vivrai ici. » Le ton était calme,
mais il ne laissait aucune place à la négociation. Armand fronça les sourcils. « Vous avez introduit une enfant dans ma maison sans m'en avertir ?»« J'ai introduit dans votre maison une enfant qui n'a plus personne, » répondit Mathilde. « Si cela offense le nom de Val-d'Ombre, je vous prie de vous en prendre à moi, non à elle. » Célestine serra la petite boîte contre sa poitrine, et un ruban bleu dépassa du couvercle mal fermé. Armand baissa les yeux sur ce ruban, et le passé revint si brusquement qu'il détourna le regard. Dans les jours qui suivirent, le château retrouva une vie étrange, moitié paisible, moitié suspendue. Mathilde installa Célestine dans une chambre claire près de la sienne, fit venir une institutrice du village et demanda que l'enfant puisse lire dans le jardin d'hiver lorsque le temps serait froid. Armand aurait pu refuser, mais il ne le fit pas, peut-être parce que la petite marchait dans les couloirs avec une prudence qui le touchait malgré lui. Elle n'était pas bruyante, elle parlait peu, remerciait toujours, et s'arrêtait parfois devant le portrait du frère cadet d'Armand, le comte Julien de Val-d'Ombre, mort 9 ans plus tôt dans une chute de cheval. Un après-midi, le duc la trouva dans la galerie, debout devant ce portrait, le menton levé, la boîte de bois serrée contre elle. « Vous aimez ce tableau ?» demanda-t-il. Célestine sursauta, puis répondit qu'elle ne savait pas, mais qu'il lui semblait que ce monsieur était triste. Armand, surpris, observa à son tour le visage peint de son frère, ce Julien léger, charmant, désordonné, que la mort avait transformé dans sa mémoire en éternel enfant pardonné. Il demanda à Célestine ce qu'elle gardait toujours dans sa boîte. L'enfant recula d'un pas. Tante Mathilde dit que je ne dois pas la montrer tant que le temps n'est pas venu. Cette phrase, prononcée avec la gravité d'une petite fille trop obéissante, glissa dans l'esprit d'Armand comme une clé dans une serrure. Ce soir-là, au dîner, Armand interrogea Mathilde. Elle mangeait peu, mais avec cette lenteur maîtrisée des femmes qui ont appris à ne jamais paraître troublées. Pourquoi cette enfant regarde-t-elle le portrait de mon frère, comme si elle le connaissait ? Mathilde posa son couteau. Parce que les enfants sentent parfois ce que les adultes refusent de voir. Cette réponse l'irrita. Je vous ai demandé une explication, pas une phrase de roman. Elle le regarda alors, et dans ses yeux, il vit passer une fatigue immense. Non celle d'une journée, mais celle de nombreuses années à retenir une porte contre le vent. Je vous donnerai une explication lorsque je serai certaine qu'elle ne servira pas à blesser une enfant. Vous oubliez que vous êtes ici dans ma maison. Non, monsieur le duc, je m'en souviens à chaque pas. Mais vous oubliez que l'autorité ne donne pas toujours le droit de tout savoir avant d'être prêt à ne pas détruire. Armand se leva brusquement, faisant racler sa chaise sur le parquet. Pendant 22 ans, vous avez laissé derrière vous des ruines, Mathilde. Ne venez pas maintenant me donner des leçons de patience. Elle pâlit, mais ne baissa pas les yeux. Pendant 22 ans, j'ai porté votre silence comme une condamnation. Ce soir-là, pour la première fois, Armand ne trouva rien à répondre. Les semaines s'écoulèrent dans une tension que le château absorba comme il absorbait l'humidité de l'hiver. On ne les vit jamais se quereller devant les domestiques, mais chacun sentait que le duc et la duchesse vivaient côte à côte, comme 2 livres fermés posés sur la même table. Pourtant, quelques détails commencèrent à fissurer la froide certitude d'Armand. Mathilde ne dépensait rien pour elle, mais fit réparer le toit de l'école du village avec l'argent de sa corbeille de nasse. Elle visita les métairies, reconnut des vieillards qu'elle avait connus jeune fille,
écouta les femmes parler du prix du bois, de la fièvre des enfants et des dettes que la guerre avait laissées derrière elle. Quand une servante cassa un plat de porcelaine et se mit à pleurer, Mathilde ne la renvoya pas, comme l'aurait fait l'ancienne duchesse, mais lui dit simplement que les objets brisés n'étaient pas les plus difficiles à réparer. Armand entendit ces mots par hasard depuis le couloir, et ils restèrent en lui plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. Il se surprit aussi à chercher la présence de Célestine dans la maison. Parfois, elle jouait doucement au piano dans le petit salon vert, une mélodie simple que Julien fredonnait autrefois après ses promenades. La première fois qu'Armand l'entendit, il s'arrêta derrière la porte, la main posée sur le bois, et sentit une douleur ancienne remonter sans prévenir. « Restez avec moi, car c'est dans la prochaine scène que le passé commence enfin à parler. » Une nuit de décembre, la neige remplaça la pluie et couvrit le parc d'un silence blanc. Armand ne dormait pas. Il descendit à la bibliothèque, décidé à chercher dans les archives de sa tante le détail exact du testament qui l'avait conduit à ce mariage. Il ne savait pas ce qu'il espérait trouver. Peut-être une preuve que tout cela n'était qu'une manœuvre de plus, peut-être un prétexte pour rester en colère. La bibliothèque sentait le cuir ancien, la cendre froide et la poussière des papiers oubliés. Sur le bureau, une lampe avait été laissée allumée, et près de la flamme se trouvait un livre ouvert. Armand reconnut l'écriture de Mathilde sur un feuillet glissé entre les pages. Ce n'était pas une lettre adressée à lui, mais une liste de réparations à faire dans les fermes du domaine, accompagnée de notes précises sur les familles les plus pauvres. Il aurait dû refermer le livre. Au lieu de cela, son regard tomba sur une phrase écrite dans la marge. Ne jamais laisser l'honneur d'un nom coûter la faim d'un enfant. Cette phrase n'avait rien d'ambitieux, rien de calculé, et il resta longtemps immobile devant elle. En cherchant les papiers du testament, il fit tomber un coffret de bois sombre coincé derrière des registres. Le couvercle, mal fermé, s'ouvrit sur une liasse de lettres jaunies retenues par un ruban bleu. Le ruban bleu. Le même que celui que Mathilde portait autrefois au poignet. Le même qui dépassait de la boîte de Célestine. Armand s'assit lentement, comme si ses jambes ne le portaient plus tout à fait. La première lettre portait son nom, Armand, et l'écriture était celle de Mathilde, plus jeune, plus nerveuse, mais incontestable. Il lut. « Si cette lettre te parvient, sache que je n'ai jamais renoncé à toi. On m'a dit que tu avais accepté de partir sans moi, que ta mère avait obtenu de toi la promesse d'épouser une autre femme. Mais mon cœur refuse encore d'y croire. Je serai demain à la chapelle des Ormes jusqu'au coucher du soleil. Si tu viens, je te suivrai. Si tu ne viens pas, je comprendrai que ton silence est ta réponse, mais je garderai pour toi une tendresse que personne ne pourra me prendre. » Armand relut ces lignes, une fois, 2 fois, et chaque lecture lui retira un peu d'air. Il n'avait jamais reçu cette lettre. Jamais. Une seconde enveloppe contenait une note de la duchesse douairière, sa mère, adressée à Octave de Marcenac. « Faites en sorte que la jeune Brévanne ne voie pas mon fils demain. Le reste vous regarde, pourvu que le nom de Val d'Ombre ne soit pas abaissé. » Armand sentit ses mains devenir froides. Ce que le duc découvrit ce soir-là changea pour toujours le regard qu'il portait sur elle. Il ne sut pas combien de temps il resta dans la bibliothèque, entouré de lettres comme d'un champ de ruines. La colère qu'il avait portée contre Mathilde pendant 22 ans se retourna lentement contre lui-même, plus lourde, plus impitoyable. Il avait cru sans vérifier, choisi la blessure la plus orgueilleuse parce qu'elle lui évitait de chercher la vérité.
Il avait laissé une femme seule face au jugement de 2 familles, puis il avait appelé cela du courage. À l'aube, il monta vers les appartements de Mathilde, mais s'arrêta devant sa porte. Il entendit une voix d'enfant, puis celle de Mathilde, douce, patiente, en train de rassurer Célestine qui avait fait un cauchemar. Armand posa le front contre le bois et ferma les yeux. Il ne pouvait pas entrer avec ses lettres à la main comme on entre dans une chambre pour réclamer un pardon. Il devait d'abord comprendre tout ce qu'il avait détruit. Plus tard dans la matinée, il envoya chercher la vieille Agathe, ancienne femme de chambre de sa mère, qui vivait maintenant dans une petite maison près des communs. Agathe arriva appuyée sur une canne, le visage ridé, les yeux encore vifs. Quand il posa devant elle la note de sa mère, la vieille femme baissa la tête et murmura que certains secrets ne meurent pas. Ils attendent seulement que quelqu'un ait enfin le courage de les regarder. Agathe parla longtemps, avec des pauses, des soupirs, et cette prudence des domestiques qui ont vu les maîtres commettre des fautes, puis exiger le silence. Oui, la duchesse douairière avait voulu empêcher le mariage d'Armand et de Mathilde. Oui, Octave avait intercepté les lettres. Oui, la bague de saphir avait été prise dans la chambre de Mathilde, puis engagée sous son nom pour la faire passer pour une voleuse. Mais il y avait plus. Quelques années après la disparition de Mathilde, Julien, le frère cadet d'Armand, avait rencontré une jeune gouvernante, Élise, et l'avait aimée assez pour lui promettre le mariage en secret. De cette union était née une enfant, Célestine. Julien était mort avant de pouvoir reconnaître l'enfant, et Élise, malade, avait confié le bébé à Mathilde, qui vivait retirée sous la protection d'une vieille tante. La duchesse douairière avait su, Octave aussi. Tous deux avaient voulu faire disparaître cet enfant de l'histoire familiale, non par cruauté spectaculaire, mais par cette froide logique des maisons nobles qui préfèrent parfois un berceau vide à une vérité embarrassante. Mathilde avait gardé Célestine, l'avait nourrie, instruite, aimée, tout en sachant que révéler son origine pouvait livrer la petite aux ambitions d'Octave. Car si Célestine était reconnue, certaines terres de Julien lui revenaient, terres que le baron convoitait depuis des années. Armand écoutait sans interrompre, mais chaque mot semblait poser une pierre sur sa poitrine. Lorsqu'Agathe eut fini, le duc demanda pourquoi Mathilde n'était jamais venue lui dire tout cela. La vieille femme le regarda avec une tristesse presque maternelle. « Monsieur le duc, vous aviez condamné son cœur sans procès. Comment aurait-elle osé vous confier une enfant ?» Ces mots furent plus durs que toutes les accusations. Armand sortit dans le parc malgré le froid, marcha jusqu'au jardin d'hiver, puis vers la vieille chapelle des Ormes, celle où Mathilde avait attendu 22 ans plus tôt. La porte grinça lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur, la poussière couvrait les bancs, mais sur l'autel de pierre se trouvait un petit bouquet de fleurs séchées. Il comprit alors que Mathilde revenait ici, peut-être chaque année, peut-être le même jour. Il imagina la jeune femme qu'elle avait été, attendant jusqu'au coucher du soleil un homme qui ne viendrait pas, puis portant seule l'humiliation d'une faute qu'elle n'avait pas commise. Pour la première fois depuis son mariage, Armand pleura. Non bruyamment, non longuement, mais avec cette douleur sèche des hommes qui découvrent trop tard qu'ils ont confondu la fierté avec la force. Et c'est ici que le destin, doucement, commence à réparer ce que l'orgueil avait brisé. Le soir même, Armand demanda à parler à Mathilde dans le jardin d'hiver.
Elle le rejoignit après avoir couché Célestine, vêtue d'un châle gris, une bougie à la main. La neige collait aux vitres, les plantes exotiques dessinaient des ombres larges sur les murs, et l'air sentait la terre humide. Armand avait posé sur une table les lettres, la note de sa mère et la bague de saphir retrouvée dans le coffret. Mathilde s'arrêta en les voyant. Son visage ne changea presque pas, mais sa main se crispa sur la bougie. « Vous savez donc ?»« Pas tout, » répondit-il, « mais assez pour comprendre que j'ai été injuste au-delà de ce que des excuses peuvent réparer. » Elle resta debout, très droite, comme si s'asseoir l'aurait rendue trop vulnérable. Armand fit un pas vers elle, puis s'arrêta, comprenant qu'il n'avait plus le droit d'envahir sa douleur. « Si j'avais su, » dit-il d'une voix basse, « jamais je ne vous aurais laissé partir. » Mathilde ferma les yeux un instant pour effacer la douleur, monsieur. Mais peut-être pas pour dire enfin la vérité. Il voulut lui prendre la main, mais elle recula doucement. Ce mouvement, sans violence, lui fit plus mal qu'un rejet brutal. « Vous avez vécu avec votre blessure, Armand, » dit-elle, « et je ne la minimise pas. Mais moi, j'ai vécu avec la vôtre et avec la mienne. J'ai porté votre mépris dans le regard des autres, j'ai porté le silence de votre mère, les menaces d'Octave, puis le berceau de Célestine. Pendant des années, je n'ai pas eu le luxe de m'effondrer. » Il baissa la tête. « Je vous ai cru coupable. » « Oui. Et peut-être que le plus douloureux n'est pas que les autres l'aient cru, mais que vous n'ayez pas douté une seule fois. » Sa voix resta calme, et c'est ce calme qui le bouleversa. « Je ne vous demande pas de m'aimer à nouveau parce que vous avez découvert que vous vous êtes trompé. Je ne suis pas une dette que l'on rembourse. » Armand releva les yeux, frappé par la noblesse de cette phrase. « Vous avez raison. »« Alors que voulez-vous » demanda-t-elle. Il répondit lentement, comme un homme qui apprend une langue nouvelle. « Je veux rendre à votre nom ce que mon silence lui a pris. Je veux protéger Célestine. Je veux protéger Célestine. Et si un jour vous pouvez seulement supporter ma présence sans douleur, je considérerai déjà cela comme une grâce. » Mathilde ne répondit pas. Elle regarda longtemps la bague de saphir, celle qu'elle avait portée quelques semaines avant qu'on la lui vole. Enfin, elle la prit entre deux doigts et la posa dans la paume d'Armand. Cette bague appartenait à une jeune femme qui croyait que l'amour suffisait à vaincre les famines. « Je ne suis plus cette jeune femme. »« Non, » dit Armand. « Vous êtes devenue bien plus forte qu'elle. » Une lueur passa dans ses yeux, mais elle ne sourit pas. La force n'est pas toujours une victoire. Parfois, c'est seulement ce qui reste lorsque personne ne vient vous aider. Ces mots restèrent suspendus entre eux, tandis que la neige tombait derrière les vitres. Armand comprit alors que le pardon ne serait pas une scène tendre au coin d'un feu, mais un long chemin fait d'action, de patience et de respect. Il fit venir le lendemain le notaire de la famille, puis un avocat de Tours, et ordonna que toutes les archives relatives à Julien soient ouvertes. Il convoqua aussi le baron Octave, qui arriva au château vêtu d'un manteau de fourrure, le sourire prudent de ceux qui se croient toujours plus intelligents que la vérité. Mais cette fois, Val-d'Ombre n'était plus une maison endormie. La confrontation eut lieu dans le grand salon aux tapisseries, sous les portraits des ancêtres. Mathilde était présente, non derrière Armand, mais à côté de lui, et Célestine attendait dans la bibliothèque avec Agathe
pour ne pas entendre les mots des adultes. Octave feignit d'abord l'indignation, puis l'amusement, puis une lassitude méprisante. Les vieilles lettres, dit-il, sont des choses fragiles. On peut leur faire dire beaucoup de choses après tant d'années. Armand ne répondit pas tout de suite. Il posa sur la table la note de sa mère, le registre du prêteur d'argent, les comptes prouvant qu'Octave avait reçu la somme obtenue grâce à la bague, puis une lettre de Julien à Élise, retrouvée dans les affaires de Mathilde. Dans cette dernière lettre, Julien reconnaissait l'enfant à naître et demandait que, s'il lui arrivait malheur, son frère Armand protège celle qui porterait son sang. Octave pâlit enfin. Mathilde resta silencieuse, mais ses mains tremblaient légèrement dans son giron. Armand dit alors, d'une voix que nul ne pouvait discuter, que Célestine serait reconnue comme fille naturelle de Julien de Valdombre, placée sous sa protection légale, et que les terres que le baron espérait obtenir seraient administrées pour elle jusqu'à sa majorité. Quant à Mathilde, ajouta-t-il, son honneur serait publiquement rétabli. Octave ricana faiblement, parlant de scandale, de honte, de murmures dans les salons. Armand le regarda sans colère apparente. « Le scandale n'est pas qu'une enfant ait été aimée, monsieur. Le scandale est que des hommes adultes aient eu peur de sa vérité. » La nouvelle se répandit d'abord dans le village, puis dans les domaines voisins, puis jusqu'au salon de Tours, où l'on aimait juger les familles plus vite qu'on ne les comprenait. Armand aurait pu étouffer l'affaire, comme ses ancêtres l'auraient sans doute fait. Au contraire, il organisa au château une réunion d'hiver pour les notables, les curés des paroisses, les fermiers principaux et quelques familles alliées. Ce ne fut pas un bal brillant, mais une soirée grave et lumineuse, où les cheminées brûlaient claires et où les femmes du village avaient apporté des bouquets de houx. Mathilde entra au bras du duc, vêtue d'une robe de velours vert sombre, sans autre bijou que la petite bague de saphir qu'Armand lui avait rendue, non comme une chaîne, mais comme un témoignage. Il ne lui avait pas demandé de la porter. Elle l'avait choisie. Quand tous furent réunis, Armand prit la parole, compta pas les détails honteux par goût du drame, mais il reconnut publiquement qu'une injustice avait été commise contre Mathilde de Brévannes, devenue duchesse de Valdombre, et que son silence à lui avait permis à cette injustice de durer. Il dit aussi que Célestine serait élevée dans la maison comme l'enfant de leur sang, non comme une faute à cacher. Un murmure parcourut la salle, mais personne n'osa le contredire. Mathilde, à ses côtés, baissa un instant les yeux, et Armand comprit que cette réparation ne lui rendrait pas les années perdues, mais qu'elle lui rendait au moins le droit de ne plus se défendre. Après cette soirée, quelque chose changea dans le château. La vérité n'efface pas les blessures, mais elle cesse de les nourrir. Célestine se mit à rire plus souvent, courant parfois dans la galerie avec un petit chien que le palefrenier lui avait offert. Elle apprit à appeler Armand « mon oncle », avec une timidité qui, chaque fois, touchait le duc au-delà des mots. Mathilde continua de garder une certaine distance avec lui, mais cette distance n'avait plus la froideur du premier soir. Elle acceptait de marcher avec lui dans le parc, de parler des fermes, de la bibliothèque, de l'éducation de Célestine. Parfois, lorsqu'il disait une chose juste, elle lui accordait un regard plus doux, et ce regard suffisait à éclairer sa journée entière. Il devait venir lentement. Il avait compris que son regret devait devenir une maison où elle puisse entrer sans crainte.
non une porte qu'il ouvrirait de force. Un matin, il fit retirer de la galerie le portrait de sa mère pour le placer dans une salle moins visible, non par haine, mais parce qu'il refusait que la mémoire d'une femme orgueilleuse continue de dominer les vivants. À sa place, il fit accrocher un grand miroir ancien. Lorsque Mathilde le remarqua, elle demanda pourquoi. Pour que cette maison apprenne enfin à regarder ceux qui sont là, répondit-il. L'hiver s'adoucit. Dans le jardin d'hiver, les premières camélias s'ouvrirent, pâles comme des secrets lavés par le temps. Un soir, Mathilde trouva Armand assis au piano du petit salon vert, une partition oubliée devant lui. Il ne jouait pas, il regardait seulement les touches, comme s'il hésitait à réveiller un langage perdu. « C'est Julien qui jouait, » dit-il sans se retourner. Moi, j'écoutais. Mathilde s'approcha. Célestine à son oreille. Elle tient cela de lui. Armand hocha la tête. Puis il murmura qu'il regrettait de ne pas avoir connu son frère autrement, de ne pas avoir vu sa fragilité derrière son charme, de ne pas avoir été là pour Élise, pour l'enfant, pour elle. Mathilde posa doucement une main sur le dos d'une chaise. « Vous ne pouvez pas réparer toutes les absences en même temps, Armand. »« Non. Mais je peux cesser d'en créer de nouvelles. » Elle le regarda alors avec une émotion qu'elle ne cacha pas tout à fait, à distance. « Je ne vous demanderai jamais ce que vous n'êtes pas prête à donner. » Elle répondit après un silence. C'est peut-être la première phrase qui me donne envie de m'approcher. Ce fut elle qui fit le premier pas. Pas un grand geste de roman, pas un abandon soudain, seulement 2 pas sur un tapis ancien, dans une pièce où le feu brûlait doucement. Elle posa sa main sur celle d'Armand. Sa main était fraîche, fine, marquée par le travail discret des années où elle avait cousu, soigné, écrit, tenu un foyer avec peu d'argent et beaucoup de courage. Armand la regarda comme on regarde une chose sacrée qu'on n'a pas le droit de posséder. Pendant longtemps, ils ne dirent rien. Puis Mathilde murmura que la jeune femme qu'elle avait été l'aurait aimée sans prudence, mais que la femme qu'elle était devenue avait besoin de paix autant que d'amour. « Je peux vous offrir ma patience, » dit Armand, « ma vérité, et tout le temps que vous voudrez. » Elle leva les yeux vers lui. « Le temps ne rend pas tout, vous savez. » « Non. Mais il peut cesser de voler ce qui reste. » Alors elle posa son front contre son épaule, et ce contact simple, presque silencieux, bouleversa le duc plus qu'un baiser passionné. Il ne la serra pas tout de suite, dit qu'elle relâche elle-même son souffle. Puis seulement, il referma les bras autour d'elle, avec cette retenue tendre des hommes qui ont enfin compris qu'aimer, c'est d'abord ne pas prendre. Au printemps, le domaine de Val-d'Ombre reprit couleur. Les vignes furent taillées, les chemins réparés, l'école rouverte après les travaux que Mathilde avait exigés. Dans la cour, Célestine apprenait à monter une petite jument grise sous le regard inquiet d'Armand, qui découvrait que protéger une enfant demande parfois plus de courage que commander à des hommes adultes. Mathilde riait doucement de ses inquiétudes. Vous avez affronté des préfets, des créanciers et le baron Octave, mais une petite fille sur une jument vous fait pâlir. Il répondit que les préfets avaient rarement 8 ans et un sourire capable de désarmer toute autorité. Ce rire partagé fut l'un de ces instants où le passé recule sans faire de bruit. Le soir, ils lisaient parfois dans la bibliothèque, chacun dans un fauteuil. Mais la distance entre eux diminuait de semaine en semaine.
Un jour, Mathilde posa son livre et demanda à Armand s'il se souvenait de la chapelle des Ormes. Il dit oui. Elle proposa d'y aller le lendemain matin. Il comprit que ce n'était pas une promenade ordinaire, et toute la nuit, il dormit peu, écoutant le vent doux d'avril contre les volets. Ils partirent à l'aube, lorsque la brume flottait encore au-dessus des prairies. La chapelle des Ormes n'était plus aussi triste que sous la neige. Des herbes nouvelles poussaient entre les pierres, et les branches des arbres laissaient tomber une lumière verte sur le seuil. Mathilde entra la première. Armand la suivit avec cette émotion grave que l'on ressent dans les lieux où notre vie aurait pu prendre un autre chemin. Elle s'arrêta devant l'autel, là où elle avait attendu autrefois jusqu'au soir. « J'ai longtemps cru que cet endroit était la preuve de mon abandon, dit-elle. Puis j'ai compris qu'il était seulement le témoin de ce que j'avais été capable d'espérer. » Armand voulut répondre, mais aucun mot ne lui sembla assez juste. Alors, il sortit de sa poche la bague de saphir. Elle la portait déjà, mais celle qu'il tenait était une seconde bague, plus simple, commandée pour elle à partir d'un fragment d'or ancien appartenant à la maison. « Je ne vous demande pas de recommencer l'histoire, dit-il. Je vous demande la permission de marcher à côté de vous dans celle qui reste. » Mathilde regarda la bague, puis son visage. « Et si je dis oui, Armand, ce ne sera pas parce que vous m'avez réparé. Je ne suis pas un vase. Je le sais. Ce sera parce que je choisis la paix avec vous. » Il ferma les yeux un instant, submergé par la douceur de cette réponse. Elle lui tendit la main. Il glissa la bague à son doigt avec une lenteur presque tremblante. Puis Mathilde fit ce qu'elle n'avait pas fait depuis le jour de leur mariage. Elle posa sa main sur sa joue. « Vous avez été injuste, » dit-elle doucement. « Oui. Vous avez été aveugle. Oui. Vous m'avez laissé seul trop longtemps. Je le sais. Mais aujourd'hui, vous êtes là. » Armand sentit sa gorge se serrer. Mathilde sourit alors, un sourire triste et lumineux à la fois. Le pardon n'est pas l'oubli. C'est peut-être seulement le moment où la douleur cesse de gouverner la porte. Elle se pencha et l'embrassa, non comme une jeune fille emportée, mais comme une femme qui sait le prix exact du geste qu'elle donne. Le baiser fut tendre, long, traversé par les années perdues et par celles qui restaient. Quand ils sortirent de la chapelle, le soleil montait derrière les arbres, et la brume se retirait des champs comme un vieux chagrin qui accepte enfin de partir. Le pardon était arrivé avec l'aube, non comme une victoire éclatante, mais comme une lumière assez douce pour ne pas blesser les yeux. Les mois suivants ne furent pas parfaits, et c'est peut-être pour cela qu'ils furent vrais. Il y eut encore des jours où Mathilde se refermait, des soirs où Armand se taisait trop longtemps par peur de mal faire. Des moments où le nom d'Octave ou le souvenir de sa mère jetait une ombre sur la conversation. Mais désormais, ils ne laissaient plus le silence décider à leur place. Armand apprit à demander au lieu de supposer. Mathilde apprit à recevoir sans craindre que chaque douceur cache une dette. Célestine grandit entre eux comme un petit arbre au milieu d'une cour réparée, encore fragile, mais déjà tourné vers la lumière. Pour son 9e anniversaire, Armand lui offrit le médaillon de Julien nettoyé et monté sur une chaîne neuve. À l'intérieur, il avait fait placer un minuscule portrait de son père et, de l'autre côté, une mèche des cheveux de sa mère qu'Agathe avait conservée. Célestine pleura sans bruit, puis demanda si elle avait le droit d'aimer des parents qu'elle n'avait pas connus. Mathilde la prit contre elle,
et Armand répondit que l'amour n'a pas besoin d'avoir été longtemps reçu pour être vrai. Ce soir-là, en voyant sa femme et l'enfant près du feu, il comprit que la famille n'est pas toujours ce que le sang proclame, mais ce que la loyauté protège. L'été arriva avec des roses blanches sur les murs du château. La réputation de Mathilde changea lentement, non parce que les salons devenaient soudain justes, mais parce que la constance finit par fatiguer la médisance. On parla d'elle comme d'une duchesse sobre, charitable, un peu silencieuse, mais d'une grande intelligence. Les femmes du village disaient qu'elle avait des mains qui savaient consoler sans faire de bruit. Les hommes du domaine disaient que le duc souriait davantage depuis qu'elle traversait la cour le matin. Armand, lui, ne cherchait plus à définir son bonheur, reconnaissait dans des choses simples. La tasse de thé que Mathilde posait près de ses papiers, le bruit des pas de Célestine courant vers la bibliothèque, la lumière d'une bougie sous la porte de sa femme lorsqu'elle lisait tard. Une nuit, alors qu'un orage d'été roulait au loin, Mathilde s'arrêta devant la fenêtre de leur chambre, car oui, avec le temps, elle avait choisi de partager cette chambre qui, d'abord, lui avait semblé étrangère. La pluie commença à tomber sur les vitres, comme le soir de leur mariage. Armand la rejoignit sans parler. Elle prit sa main et dit que la pluie avait changé de voix. Autrefois, elle me rappelait ce que j'avais perdu. Maintenant, elle me rappelle que certaines terres ont besoin d'être lavées avant de refleurir. Il ne répondit pas par de grandes phrases. Il embrassa seulement sa main, cette main qui avait tenu des lettres, protégé un enfant, repoussé l'humiliation et accepté enfin de s'ouvrir. Mathilde posa sa tête contre son épaule, et ils restèrent ainsi longtemps, écoutant l'orage s'éloigner vers la Loire. Le château de Valdombre, lui aussi, semblait plus paisible. Les couloirs n'avaient pas oublié, mais ils ne retenaient plus les secrets de la même manière. Dans la chapelle, le voile de mariage de Mathilde avait été rangé dans un coffret de bois clair, non comme un symbole de contrainte, mais comme le témoin d'un soir où la vérité avait commencé à revenir sous une dentelle ancienne. La bague de saphir brillait parfois à sa main lorsqu'elle tournait les pages d'un livre, et Armand, chaque fois, se souvenait de ce qu'elle représentait. Non la possession, non le retour impossible à la jeunesse, mais le choix patient de deux êtres qui avaient cessé de se punir pour ce qu'on leur avait volé. Un jour, Célestine demanda si leur mariage avait été un mariage d'amour. Mathilde regarda Armand, puis sourit. Non, ma chérie. Il est devenu mieux que cela. Il est devenu un amour choisi. Des années plus tard, ceux qui passaient près de Valdombre au crépuscule racontaient qu'on voyait souvent le duc et la duchesse marcher ensemble dans l'allée des Ormes. Il avait vieilli, elle aussi, mais leur manière d'avancer, côte à côte, disait plus que les gestes passionnés de la jeunesse. Parfois, Célestine, devenue une jeune fille vive et généreuse, les rejoignait avec des livres sous le bras, et ils riaient tous les trois près du banc de pierre où les roses grimpaient. Le baron Octave avait quitté la région depuis longtemps, emportant avec lui son amertume et le peu d'influence qui lui restait. Les terres de Julien furent administrées avec soin, l'école porta un jour le nom d'Élise, et la chapelle des Ormes fut restaurée, non pour célébrer le passé, mais pour accueillir les promesses modestes des gens du village. Mathilde disait souvent que l'on ne répare pas une vie en effaçant ses cicatrices, mais en cessant de les cacher comme des fautes. Armand, lui, répétait que l'honneur d'un homme ne réside pas dans le fait de ne jamais se tromper,
mais dans le courage de reconnaître devant tous le visage de celle qui l'a blessé. Et chaque fois qu'il regardait Mathilde, il revoyait la chapelle de novembre, le voile qui glissait, les cierges tremblants, et ce choc silencieux qui avait ouvert en lui une porte scellée. Il l'avait épousée par devoir, mais quand il avait vu son visage sous le voile, ce n'était pas le devoir qui l'avait vaincu, c'était la vérité, patiente, blessée, digne, qui revenait enfin demander sa place. Alors, si cette histoire laisse une trace douce dans votre cœur ce soir, souvenez-vous de Mathilde, qui n'a pas crié pour être crue, mais qui a gardé sa dignité jusqu'au jour où la vérité a parlé pour elle. Souvenez-vous d'Armand, qui avait fermé son cœur pour ne plus souffrir, et qui dut apprendre que la froideur n'est pas une protection, seulement une autre forme de solitude. Souvenez-vous de Célestine, l'enfant innocente qui portait dans une petite boîte de bois le lien fragile entre les morts et les vivants, et les vivants. Il y a des amours qui ne viennent pas au printemps de la vie, mais à l'heure où l'on croyait ne plus rien attendre, ils arrivent plus lentement, avec moins de musique et plus de silence. Mais ils savent parfois guérir ce que les passions trop jeunes n'auraient pas su comprendre. Dans une chambre éclairée par une bougie, dans un jardin mouillé par la pluie, dans une lettre jaunie que l'on ose enfin lire, le cœur peut retrouver une route. Il ne redevient pas neuf, il devient plus vrai. Et peut-être est-ce cela, finalement, la plus belle fin pour une histoire d'amour. Non pas oublier la nuit, mais voir l'aube entrer doucement par la fenêtre et comprendre qu'il est encore possible de vivre en paix. Si cette histoire vous a touché, dites-moi dans les commentaires quel moment vous a le plus ému. Et si vous aimez les récits d'amour profond, les secrets de famille et les fins qui réparent le cœur, abonnez-vous à Rêve d'amour pour ne pas manquer la prochaine histoire. Si cette histoire a touché votre cœur, dites-moi dans les commentaires quel moment vous a le plus ému. Et si vous aimez les récits d'amour profond, les secrets de famille et les fins qui réparent le cœur, abonnez-vous à Rêve d'amour pour ne pas manquer la prochaine histoire. Merci d'avoir écouté cette histoire sur Rêve d'amour. Prenez soin de votre cœur et à très bientôt.